Nous allons parler d'abord de la Russie. Le G7 annonce des sanctions dévastatrices contre Moscou. Ce sont les propos du président américain Joe Biden. Nous allons également parler du Mali. Quelle porte de sortie pour la CEDEAO au Burkina Faso? Une commission créée par la junte propose une transition de 30 mois. Et on termine comme d'habitude par le Togo. Le gouvernement réexamine les modalités du droit de grève. Nos invités sont en place. Madame Sophia Kenyonsi Adano, sociologue, analyste politique. Nous avons également Horace Donkovi, activiste panafricain, et Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Chers invités, soyez les bienvenus. Horace, vous allez bien? Je vais bien, c'était plaisir. Bonjour Michel, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour, madame. Bonjour Michel, oui, ça va. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à mes co-débatteurs. Oui, on vous retrouve. Finalement, vous allez mieux? Oui, je vais mieux et je me sens encore mieux parmi les siens. Allez, on va en Russie, en Ukraine, en Europe, aux États-Unis, comme vous voulez. Rarement l'allocution d'un président américain n'aura été aussi attendue. Joe Biden s'est adressé aux Américains et au monde entier jeudi, quelques heures après que Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine et annoncé les sanctions qu'il promettait dévastatrices contre l'économie russe. On va d'abord parler de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Horace Donkovi, quel regard vous jetez sur les événements? Alors, quel regard Alors pour moi, l'Ukraine a été lâchée. C'est-à-dire la communication est faite sur le fait que Poutine a attaqué l'Ukraine, mais pour moi, l'Ukraine a été lâchée parce que dans les pays qui sont protégés par les forces occidentales, notamment américaines, ben, on a des forces d'interposition. Lorsque par exemple vous avez la Chine qui a des prétentions sur un certain nombre d'îles, un certain nombre de territoires en Asie, vous avez une force d'interposition américaine qui fait que la Chine ne peut pas comment dirais-je, accomplir un certain nombre de ses prétentions. C'est pour ça que la Chine ne se rue pas sur Taïwan. Et c'est pour ça, par exemple, la Corée du Nord, comment dirais-je, freine quand il s'agit du Japon ou de ses prétentions sur la Corée du Sud. Parce qu'il y a une force d'interposition, il y a des bases, il y a un certain nombre d'accords qui ont été signés pour protéger ces pays. Pour le cas de l'Ukraine, l'Ukraine est en territoire européen. Comment dirais-je, on n'a pas la présence comment dirais-je, de ces troupes tampons qui auraient pu permettre à Poutine, disons, qui auraient pu permettre au gouvernement de Zelensky de ne pas subir de pas subir les foudres de Vladimir Poutine. Et ensuite, il y a ce jeu très particulier que je trouve très vicieux, qui est celui de nations qui se disent alliées d'un État, alliées de l'Ukraine en l'occurrence, et qui, avant même qu'on ait frappé l'Ukraine, affirment déjà à la face du monde qu'elles n'interviendront pas si l'Ukraine est attaquée. En tout cas, qu'elles n'interviendront pas militairement. En termes de sanctions, les sanctions, la Russie en connaît depuis un certain nombre d'années, pratiquement peut-être une dizaine d'années. La Russie sanctionne ici, elle fait ceci, sanctionne cela, elle fait cela, ainsi de suite. Ça veut dire que la Russie est habituée aux sanctions. Et je ne pense pas qu'un homme comme Poutine s'engage sur une voie militaire sans avoir assuré ses arrières économiquement. Ensuite, il y a aussi le dernier point que je vais souligner, c'est le point de la Chine, celui dont on ne parle pas, parce que la Chine a verrouillé d'une certaine manière un certain nombre de pratiques européennes en investissant les partis politiques, en investissant un peu la mécanique de l'Union européenne. Et, comment dirais-je, la Chine est quand même l'État qui épaule le plus la Russie. Je rappelle que la Chine et la Russie font partie, tous deux sont... De la frontière. Non, ils ne partagent pas seulement les mêmes frontières, mais il existe une conférence qui réunit Chine, Russie, Inde, Pakistan, Corée, ainsi de suite, qui s'appelle l'OCS. Et la Russie est membre de l'OCS, qui est une initiative chinoise, une initiative géostratégique chinoise. Donc du coup, lorsqu'on a un G7 qui pendant ces années s'est séparé de la Russie, donc a écarté l'ennemi qu'on aurait dû avoir à côté de soi pour pouvoir mieux le surveiller, on l'écarte.
on lui permet de trouver des alliés beaucoup plus forts, beaucoup plus solides. Ben, il est difficile maintenant que cette Russie intervient de prétendre surenchérir sur un certain nombre de sanctions qui ont montré qu'elles ne marchent pas. Si les sanctions marchaient et étaient efficaces, la Russie n'aurait pas les ressorts économiques et stratégiques pour renforcer son armée et attaquer l'Ukraine actuellement. Alors, Louis Kamako, c'est vrai que l'OTAN ou bien les Occidentaux n'ont pas accompagné l'Ukraine sur le plan militaire, mais on peut dire qu'ils l'accompagnent sur le plan économique parce que les sanctions, même si elles n'ont pas d'effet, comme Horus l'a dit tout à l'heure, les sanctions pleuvent sur la Russie actuellement. Oui, les sanctions pleuvent. Et je pense que Ulysse l'a dit, que la Russie, c'est pas la première fois que la Russie connaît de telles sanctions. Le pays a été habitué est habitué à ce genre de sanctions. Aujourd'hui, quand vous voyez les sanctions, c'est pour tarir à court terme des flux de financement de la Russie et compromettre en fait son développement technologique à court terme, à long terme. C'est ça qu'il s'agit. Donc, Joe Biden l'a dit que plus de 13 grandes banques russes ne vont plus se financer aux États-Unis, et avec la possibilité en fait de bloquer plus de la moitié des importations technologiques russes. Donc aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous prenez par exemple une sanction économique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la Russie s'est préparée à cela. La Russie s'est préparée parce que depuis des années le pays s'est doté de ce qu'on appelle une devise numérique. Aujourd'hui nous sommes à l'ère de la crypto-monnaie. Le montant heureusement vers là, et on aura nos banques dans nos portefeuilles et sur nos téléphones. Il suffit juste de petites opérations téléphoniques pour que vous ayez en fait, vous réglez des problèmes d'opérations bancaires. C'est vrai que ça va pas, la crypto-monnaie aujourd'hui ne va pas régler le problème de système bancaire, mais c'est un palliatif. Et donc, comme je le disais, les Russes s'attendaient à de telles sanctions et ils se sont préparés à cela. Donc les sanctions, il y en a. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que tous les pays ne sont pas d'accord sur les sanctions. Vladimir Poutine l'a dit, les sanctions sur l'hydrocarbure, jusque-là, n'a pas été encore acté. Parce qu'on ne doit pas oublier l'Allemagne. On ne doit pas oublier l'Allemagne, c'est-à-dire que on va pas, les pays, enfin l'Union européenne, bien l'OTAN ne va pas prendre des sanctions qui, dans les jours à venir, vont lui retomber dessus. Vont la rattraper en fait. Donc aujourd'hui, on est en train de voir tout ce côté-là. C'est pour ça d'ailleurs que je suis d'avis quand Ulysse disait que l'Ukraine a été lâchée. Elle a été lâchée parce que la situation, elle est tellement grave qu'il faut plutôt agir au lieu de parler de sanctions. Madame Kenyossi, est-ce que vous pensez qu'actuellement, Zelensky, le président ukrainien, a plus besoin des sanctions sur la Russie que des forces pour le soutenir, pour se défendre face à la Russie? Bon, en voyant la situation actuelle, les sanctions ne font rien. Bon, comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit, les sanctions, c'est quoi? Les sanctions sont économiques et c'est envers la Russie. Maintenant, sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain, avec les frappes, Zelensky a plus besoin des forces pour se défendre contre la Russie. Mais ces forces-là n'arriveront pas parce que l'OTAN ne va pas envoyer ses forces et les États-Unis non plus. Donc, l'Ukraine est laissée à son propre sort. Donc, du coup, elle a plus besoin de ça, mais ce que Zelensky ne trouvera pas. Parce que à l'heure où nous parlons, les frappes sont déjà très très loin. Kiev est vraiment entouré de part et d'autre et les frappes sont régulières. Donc du coup, je crois qu'il a besoin des forces, mais non, il ne pourra pas les avoir. Les forces que l'OTAN a préconisées tout à l'heure, ça va ser 7000 hommes soldats qui vont se stationner en Pologne. Et ça va faire quoi? On a vu aussi Vladimir Poutine qui a averti les pays européens, si jamais il se mêlait à ce conflit, il va riposter directement. Donc du coup, c'est pas les termes justes, mais bon, j'ai dû paraphraser, mais c'est ça. Donc Zelensky, d'abord, il n'a pas la force militaire au niveau
de celle de la Russie. Donc du coup, je croyais qu'il fallait trouver une solution diplomatique efficace. L'OTAN devait faire pression sur l'Ukraine de respecter les accords de Minsk avant que ces jours-là n'arrivent. Et surtout que Vladimir Poutine avait réagi plusieurs fois déjà pendant 8 ans par rapport à ces sanctions-là que Kiev ne respectait pas. Donc du coup, je crois que c'était arrivé à un moment, c'était prévisible et Vladimir Poutine a averti et son discours de lundi soir en reconnaissant l'indépendance de Donetsk et de Lugansk, je crois que c'est ça qui a mis la goutte d'eau qui a débordé le vase avec des sanctions des États-Unis de part et d'autres sur le gazoduc, surtout au niveau de l'Allemagne où on arrête cette certification pour le moment. Donc du coup, je crois que ça n'a pas arrêté Vladimir Poutine. Les sanctions, tout ce qui a été décidé par le G7, c'est ça, non? Oui, ça n'a rien fait à Vladimir Poutine. Donc c'est un gars qui anticipe. Donc il s'est préparé pour faire face quand même à ces sanctions-là. À défaut de soutenir l'Ukraine sur le plan militaire, les sanctions, on en parle, le G7 annonce des sanctions dévastatrices sur la Russie. En quoi, selon vous, Oris Donkovic, ces sanctions peuvent faire mal à la Russie? Personnellement, moi, je n'y crois pas. Parce que tout le monde part du fait que, comment dirais-je, la Russie est le grand méchant loup. Mais en réalité, peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est à qui profite le crime? À qui profite le crime? À qui profite une Russie qui réaffirme un certain leadership sur l'Europe? Son hégémonie. À qui profite ce crime-là? Je pense que à un certain niveau de géostratégie, il y a, comment dirais-je, des relents de, je ne sais pas comment je pourrais m'exprimer ainsi, des relents de philosophie. Hein, on commence à rentrer dans du Machiavel ou ainsi de suite. Je m'explique. À la chute de l'URSS, la puissance qui était là, qui avait le vent en poupe, c'est celle des États-Unis. Mais ce qui est devenu de ça, c'est qu'au final, les États-Unis se sont retrouvés avec toute la planète sur le dos. Les Européens montrent clairement qu'ils veulent une liberté de ton, une liberté d'action. La Chine est émergente et montre justement qu'elle veut rivaliser avec les États-Unis. Les Orientaux leur balancent des bombes, on a vu ce que ça donne avec le World Trade Center. Bref, ça devient, si vous voulez, une des zones les plus contestées, les plus détestées et les plus critiquées du monde. Ce qui n'avait pas avant, à l'époque des deux grands handgriffes, à l'époque de la guerre froide. On avait des torts qui se partageaient, on avait une Amérique toute puissante et une Russie toute puissante. On avait un ennemi que l'on connaissait, un ennemi avec qui on pouvait discuter. On avait le téléphone rouge, on avait le parapluie atomique, on avait des échanges économiques. Hein, et on avait une Europe qui n'avait pas les prétentions qu'elle a maintenant. On avait une Chine qui n'était pas aussi grande. Actuellement, on a une Chine qui n'est pas dans un rapport où deux géants se partagent le monde. On est dans un monde où la Chine affirme clairement qu'elle veut être la première et répandre son modèle de gouvernance. Donc, c'est un modèle de gouvernance qui inquiète parce que c'est, comment dirais-je, c'est un ennemi qu'on ne maîtrise pas. Contrairement, par exemple, à la Russie. On oublie que les États-Unis n'ont jamais voulu d'une Europe forte et que les États-Unis ont participé à torpiller l'Europe dans la construction de sa force, dans la construction de... Vous permettez, on marque la pause et on revient pour la suite.